Bon, eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va essayer de faire un 2048. Donc le 2048, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce jeu, je vais vous montrer. Donc voici la fenêtre à quoi elle ressemble. Donc il y aura un petit score et une grille. Je vais appuyer sur entrée pour commencer à jouer. Donc quand on commence à jouer, nous avons deux cases qui contiennent un 2 ou un 4 qui vont apparaître. Donc ça va apparaître aléatoirement sur les cases qui sont disponibles. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir déplacer en fait nos cellules ou nos tuiles ou nos cases qui contiennent des chiffres avec les flèches. Donc si on appuie sur flèche droite, ça va les déplacer vers la droite, donc jusqu'à atteindre un bord ou alors une autre case non vide. Et pareil pour les autres flèches, si vous appuyez sur le haut, ça va envoyer vers le haut. Donc par exemple, si j'appuie sur le haut, enfin sur la flèche du haut, hop, vous voyez, ça m'a monté mes flèches, mes tuiles actuelles. Et j'ai aussi eu une nouvelle tuile qui est apparue. Parce qu'à chaque fois qu'on déplace nos tuiles, il y a une nouvelle tuile qui apparaît sur une case non vide. Le but c'est de fusionner nos tuiles. Donc par exemple ici nous avons deux qui sont côte à côte. Donc s'ils étaient éloignés, si c'était sur la même ligne, ce serait bon aussi. Donc j'appuie sur flèche droite, hop, ça me fait un 4. Vu que j'avais un autre 4 à côté, l'autre 4 est arrivé, il s'est mis juste à côté, du coup je vais pouvoir fusionner les deux à nouveau. J'obtiendrai donc un 8. Voilà, si je descends la flèche du bas, avec flèche du bas, j'obtiens 2 4, parce que l'autre il a apparu, hop, flèche droite, j'ai un 8, flèche du bas, j'ai un 16. Voilà, donc ça le but, et on a un score, donc le score en fait c'est tout simplement le résultat de la fusion de nos cellules, ou de nos cases. Voilà, donc c'est ça en fait le jeu, c'est une version un peu simplifiée parce qu'il n'y a pas de chronomètre et il n'y a pas aussi les animations pour les déplacements des cases, mais si vous avez envie vous pouvez les ajouter après avoir fait ce tutoriel. C'est une bonne idée parce que ça vous permet d'être sûr d'avoir bien compris ce tutoriel, d'avoir bien appris des choses. Donc pour pouvoir faire ce jeu on va utiliser deux librairies. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les librairies, c'est tout simplement en fait un regroupement de code qui vous évite de faire des choses assez chiantes, on va pas se mentir. Donc par exemple faire du code pour pouvoir lancer des fenêtres, voilà, donc ça va nous éviter de faire ça. On va utiliser deux librairies. On va utiliser la librairie Pygame et on va utiliser la librairie NumPy. La librairie Pygame, comme je pense son nom l'indique un petit peu, ça va vous permettre en fait de faire, de vous aider pour faire vos fenêtres et vos jeux, donc les fenêtres graphiques. Et NumPy, ça va être une façon en fait de stocker nos données différemment que sous forme de liste. Ça va être le même principe que les listes, sauf que l'intérêt de NumPy, en plus que ce soit très utilisé et que c'est toujours bien de connaître ça, mais surtout qu'il y a une raison que ce soit super utilisé, c'est que c'est assez optimisé pour pouvoir stocker des données, notamment des données d'entiers et de float, enfin des nombres. Et donc on va utiliser ça pour pouvoir un petit peu optimiser notre jeu, et on va utiliser ça à la place des listes. Donc on aurait pu utiliser des listes pour stocker nos nombres, donc les nombres, je pense que vous voyez desquels je parle, je parle notamment de ceux qui sont dans la grille. Là on va utiliser NumPy, comme ça au moins ce sera plus facile pour les stocker, ce sera optimisé, et surtout ce sera utile pour les algorithmes qu'on va faire, parce que il va falloir qu'on fasse des algorithmes pour faire la fusion de nos nombres et leur déplacement aussi. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on vérifie bien que quand on déplace un nombre, on n'atteint pas un bord et qu'on n'atteigne pas une autre case non vide. Parce que sinon, il faut arrêter là, on ne peut pas le déplacer plus. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour setup un peu votre projet. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un dossier. Donc pour moi, je l'appelais 2048 clone. Et vous allez, alors pas faire tous ces fichiers-là, ils sont pas importants. Vous allez d'abord faire un fichier main.py et un dossier dans le dossier 2048 clone. Donc dans le dossier où vous avez créé votre fichier main.py, un dossier game. Ok. Et le dossier game, il va contenir 3 fichiers et un quatrième. Donc le premier sera un init__init.py, le deuxième sera un board.py, le troisième sera game.py et le quatrième sera topbar.py. Je vous conseille d'avoir les mêmes noms parce que comme ça, si vous suivez mon tutoriel, vous n'aurez pas à vous poser des questions à certains endroits. Vous pourrez vous poser la question plus tard. Ça sera pour les fichiers et l'organisation des codes. Donc ceux-là, ils vont contenir surtout du code. Lui, ce sera en fait pour créer mon dossier là sous forme d'un module. Un module, c'est quoi? C'est tout simplement un regroupement de code qui sera utilisé par mon fichier main.py. Mais on reviendra là-dessus un peu plus en détail plus tard. Donc ça, c'est pour la configuration de votre dossier. Les autres fichiers, vous en occupez pas, d'accord? Ce n'est pas important. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas important. Vous n'avez pas à vous en occuper maintenant. Pareil pour assets repo, ça n'a rien à voir avec des assets qui pourront être utilisés pour le jeu. On n'a pas besoin d'utiliser de fichiers externes comme des images. Ok? Donc vous vous concentrez juste ça. Votre dossier doit juste contenir un dossier qui s'appelle game avec 4 fichiers Python et à côté de ce dossier game, vous avez un fichier main.py.
Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est qu'il va vous falloir Pygame. Pygame, nous sommes sur le site de Pygame. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir un invite de commande. Donc si vous êtes sur Windows, vous tapez PowerShell, vous savez, dans la recherche, la barre de recherche Windows. Si vous êtes sur Mac, il faut chercher un truc qui s'appelle invite de commande ou terminal. Et vous allez écrire la commande ici, pip install pygame-ce. Évidemment, vérifiez d'abord que vous avez bien Python. Une fois que vous avez bien Python, donc de préférence une version supérieure à la version 3.10, eh bien, vous pourrez écrire cette commande. Vous pourrez peut-être avoir besoin d'écrire à la place cette commande-là. Donc, d'abord, vous testez pip install pygame-ce. Si ça ne fonctionne pas, vous écrivez pip3 install pygame-ce. Est-ce que ça va? Donc voilà, vous testez d'abord cette commande-là, donc celle-là, celle que je surligne en bleu. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas parce qu'il vous dit, je sais pas, il va vous dire que c'est pas le bon pip, en fait, il faut utiliser plutôt pip3, et bien vous écrirez ceci. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Alors, ça ne fonctionne pas, déjà vérifiez que vous avez bien Python. Ensuite, deuxièmement, vérifiez bien, surtout si vous êtes sur Windows, ça risque d'être sur Windows que ça peut poser souci, vérifiez bien que vous avez bien le chemin d'accès de Python dans votre pass, donc les variables d'environnement. Ce que vous faites, c'est que vous allez taper sur Windows, vous allez taper variables d'environnement, modifier les variables d'environnement quand vous aurez votre petite fenêtre qui va s'ouvrir, et ensuite vérifiez dans une ligne qui s'appelle pass si vous cliquez sur modifier et que vous avez bien un chemin d'accès vers Python. Un chemin d'accès vers Python, quand vous tapez Python sur votre Windows, votre navigateur, le truc de recherche sur votre ordinateur, vous devrez normalement trouver Python quelque part. Donc ça, c'était pour les prérequis. Vous aurez aussi besoin d'installer NumPy. Voilà, NumPy, ce que vous allez... Oups, désolé, ça fait un petit glissement, je sais pas trop compris, bon, c'est pas grave. NumPy, ce que vous allez faire, c'est que là vous avez plein de trucs, peut-être un peu barbants si vous connaissez pas trop. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire pareil, vous allez faire un pip install et vous mettez NumPy cette fois-ci. Vous écrivez littéralement cette commande à nouveau dans votre invite de commande. PowerShell, de préférence si vous êtes sur Windows. Si vous êtes sur Mac, je crois que ça s'appelle terminal, un truc comme ça. Si vous êtes sur Linux, pareil, vous ouvrez un invite de commande. Voilà, vous tapez command prompt Windows 10 ou Windows 11, voilà, peu importe. Et si vous êtes sur Mac, vous tapez command prompt Mac. Et voilà, ils vous disent les étapes qu'il y a à faire très simplement. Si vous êtes sur Linux, alors après ça dépend quelle version vous avez de Linux, mais voilà, si vous connaissez, vous savez que vous êtes sur Ubuntu, vous tapez command prompt Ubuntu et vous trouverez très rapidement, ça se trouve même dès le premier lien, comment faire pour installer comment faire pour ouvrir un invite de commande et installer les paquets que je vous ai dit. Donc ce sera fait avec pip, donc pip install et ensuite le nom de votre librairie. Donc là vous en avez deux, vous avez NumPy et Pygame. L'ordre d'installation n'importe peu. Si vous commencez par faire un pip install NumPy et ensuite un pip install Pygame, c'est pareil. Pareil que si vous avez commencé par pip install Pygame, c'est pas important. Vraiment, l'ordre n'importe pas du tout. Le tout, c'est qu'à la fin, vous n'ayez pas une grosse erreur en rouge ou quoi que ce soit. C'est le plus important. Voilà. Donc, ça, c'était pour le setup. Donc là, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, du coup, on va se concentrer un petit peu plus sur, on va dire, la partie théorique un petit peu du jeu. On va pas tout de suite faire du code. Je vais vous expliquer un peu comment on va procéder. Alors, pour cela, je vais vous faire un petit schéma. Parce que on aime les schémas en vrai, on va pas se mentir. Donc ça, c'est mon schéma. Alors, je sais pas très bien dessiner, mais c'est pas grave. Donc, notre schéma. Donc ça... Alors, attendez, il me faut un pen. Ok. Ça, ce truc-là, ça représente l'utilisateur. Ok. Notre utilisateur... il va interagir indirectement avec du code qui sera lancé par un fichier main. Vous vous rappelez le fichier main que je vous avais montré, le fichier man.py. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un entry point ou un point d'entrée. C'est-à-dire en fait c'est le point de contact entre l'utilisateur et le jeu. Donc ce man.py va consister à lancer notre jeu. Mais vraiment juste ok, j'ai le code pour lancer la fenêtre. Je lance la fenêtre. Voilà, vous voyez la fenêtre avec le score et les cases avec les valeurs. Et l'utilisateur va rentrer des choses au clavier. Donc ce qui va rentrer en fait, c'est qu'il va appuyer sur les flèches et le fichier man.py va faire OK. Je récupère les saisies du clavier. Si ces saisies du clavier sont en lien avec un truc du jeu, alors je vais interagir avec le game. Le game, c'est quoi? Ça va être une classe qui va faire
le fonctionnement et le visuel de notre jeu. Donc, main.py, il va savoir que l'utilisateur est en train de jouer. Il va par exemple recevoir que l'utilisateur il va appuyer sur flèche droite. Donc, main.py, il fait OK. Il y a une flèche droite qui est appuyée. Donc, je vais lancer, je vais le dire à game.py ou à la classe game qui sera contenue dans le fichier game.py. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et ma classe game, elle va faire OK. Il va appuyer sur flèche droite. Donc, du coup, je vais déplacer les tuiles vers la droite. Vous voyez, donc toutes les tuiles ici vont aller vers la droite. Là, il y aurait un déplacement, donc du coup, il faut que je crée une nouvelle cellule. Il faut que je fasse apparaître une nouvelle cellule. Donc du coup, je vais faire apparaître cette nouvelle cellule. Lui, main.py va faire OK. Game.py, il a fait un nouveau truc, donc je vais l'afficher sur la fenêtre. Comme ça, l'utilisateur, il va voir la nouvelle cellule qui va apparaître. Donc il va avoir par exemple un 2 qui va apparaître. Mais c'est pas tout. Peut-être qu'il y aura eu des fusions, enfin bref, il y aura eu des modifications visuelles. Donc ça va être fait. Game.py aussi, enfin ma classe game, ma classe jeu ou game, à faire. Ok, il a joué, il faut quand même que je vérifie s'il peut encore jouer. Parce que peut-être qu'il est arrivé vers un cul-de-sac et il ne peut plus jouer. Et le jeu est terminé. Et il va faire ça aussi. Voilà. Donc, on a ça. On a notre utilisateur. On a un main.py, donc qui va être le fichier qui va vraiment donner vie au jeu. Et qui va s'occuper des interactions entre l'utilisateur et le jeu. Et dès que le fichier va recevoir des interactions venant de l'utilisateur, donc par le clavier ici, eh ben, il va l'informer à la classe game qui s'occupe de gérer le jeu. Et cette classe game, elle va contenir bien évidemment d'autres classes, notamment deux classes principales, board et top bar. Donc board, ça va tout simplement être le jeu, donc la grille, ok. Enfin, j'ai dit le jeu, non excusez-moi, la grille, vraiment la grille, ok. C'est-à-dire les cases en fait où vous aurez les nombres qu'on pourra faire fusionner et qu'on pourra déplacer. Et top bar, ça va contenir en fait la barre du haut, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, celle qui contient score et qui pourrait contenir aussi par exemple un chronomètre si vous avez envie de mettre un chronomètre. Voilà, c'est ça en fait que va faire ces deux widgets. Et Game va aussi avoir des algorithmes pour pouvoir vérifier si en fait l'utilisateur n'est pas coincé, c'est-à-dire que le jeu n'est pas terminé, et il va s'occuper aussi de faire des fusions et d'incrémenter le score. Donc le score qui est affiché ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à savoir ? On va utiliser Pygame. Donc Pygame, il faudra du coup créer une fenêtre, et cette fenêtre, c'est là où on va ajouter du coup nos chiffres et tout. Comment on fait pour gérer les chiffres qui sont ici, ok, qui sont affichés ? Parce que là, on va juste avoir un visuel en fait si on les affiche comme ça. Il faut qu'on ait quelque chose qui fonctionne derrière, qui nous permet de savoir quels sont les chiffres en fait qui existent et comment on va les manipuler, comment on va savoir que y a une fusion à faire là, du coup on va pouvoir faire 4 plus 4 par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement avoir, donc là on imagine notre grille, ok, alors un peu abstraite, ok, d'accord. Et notre grille en fait, elle va avoir une représentation sous forme de liste. Ok, donc vous imaginez des listes comme ça là. Voilà. Donc ça sera la représentation sous forme de liste. Où en gros la première case, vous voyez du haut, la première case, première ligne, elle va avoir une représentation en fait où son nombre en fait va être contenu dans la première valeur, ça va être la première valeur de la première liste en fait. Vous voyez, donc la case du haut par exemple admettons c'est un 2, et là on va avoir un 2. Voilà. Et c'est en fait cette liste là, ou ce tableau là, parce que là on va parler plutôt de tableau mais je reviendrai après dessus, on va avoir du coup toutes nos données qui vont être stockées ici, et en fait quand on va faire l'affichage on va faire ok mais qu'est-ce qu'il faut qu'on affiche, et on va regarder toutes ces valeurs là, on va faire ok à cet endroit là il y a un 2, et ce 2 c'est à la première liste qui reprend de la première ligne du coup, et il est où? Il est à la première place. Donc ça va être du coup la première ligne, première valeur, on va devoir afficher un 2. Voilà. Et on va faire ça pour tout le reste en fait. On va avoir vraiment un comment on pourrait dire ça, vraiment un tableau qui va représenter et qui va contenir tous nos nombres en fait qui seront affichés par la suite. Voilà. Donc il faut vraiment imaginer ça comme vraiment un peu un tableau d'équivalence, c'est-à-dire que chaque case en fait va avoir un nombre qui sera stocké quelque part, qu'on pourra retrouver en fait juste avec des index, et on va du coup pouvoir en fait tout simplement
stocker nos nombres et les afficher quand on aura besoin. Et en plus de ça, on pourra faire du coup nos opérations, c'est-à-dire que on aura du coup tous nos nombres qui sont stockés ici. Voilà, alors j'ai fait un gros vide, bon c'est pas grave. Et là du coup, quand on voudra faire par exemple une flèche droite, on sait qu'il va falloir déplacer nos nombres vers la droite. Du coup, on va voir comment on peut les déplacer. Est-ce qu'on peut le faire parce que il faut qu'il nous reste des nombres vides, enfin des cases vides du coup. Des nombres vides, ça n'a pas trop de sens. Donc est-ce qu'il nous reste des cases vides? Et on va essayer de, ensuite si on peut, on va les déplacer. Et en même temps, on va voir si on peut fusionner. Si à la place que ici, on avait attendez, je vais corriger ça, hop. Si à la place qu'on avait un 2 ici, un 8 ici, on avait un 2. On aurait pu dire, ok, donc là on fait une translation vers la droite. Donc du coup, là on a 2 côte à côte. Du coup, on peut les fusionner. On pourra avoir un 4. Voilà, donc toutes nos translations, tous les déplacements, en fait, seront plutôt faits ici, en fait. Et l'affichage, en fait, de cette liste-là sera fait dans cette grille ici. Mais en fait, cet affichage-là, c'est juste un affichage, on va dire, superficiel. Dans le sens, en fait, où il va surtout se reposer sur un tableau qui va contenir tous nos nombres. Où chaque case, en fait, de ce tableau va représenter une case de la grille qui sera affichée dehors, enfin qui sera affiché sur la fenêtre graphique. Voilà. Alors, les tableaux. Les tableaux, voyez ça comme des listes de listes, ok? Et ça sera fait par NumPy. Donc ce sera vraiment la même chose que les listes, enfin quasiment la même chose, sauf que ce sera un peu plus optimisé et ça nous permettra d'avoir un code qui est plus rapide. Mais du coup, ce qu'on va avoir, en fait, c'est qu'on va avoir basiquement en fait, des listes de listes. La première liste va être en fait la liste qui va contenir les nombres de la première ligne. La deuxième liste va être, elle va contenir les nombres de la deuxième ligne de la grille, etc. Et la première valeur de chaque liste va représenter la première valeur de chaque ligne. Voilà. Et donc c'est avec ça qu'on va faire. Donc en fait, beaucoup de choses vont se reposer juste sur ce tableau-là. Sur ce tableau de NumPy qu'on peut appeler, qui est juste une liste de listes. Parce que en fait, quasiment tout se repose là-dessus parce que c'est vraiment avec ça qu'on va interagir. Enfin, on va pas interagir, mais c'est ça qui va nous faire, qui va nous permettre en fait de stocker en fait ce qui se passe et de pouvoir faire des manipulations après. Voilà. Top bar, j'ai pas trop besoin d'y rester parce que c'est juste pour en fait un truc de score, donc c'est pas super important. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir commencer le code. Vérifiez bien que vous avez bien du coup un dossier. Donc ici 2048 clone, moi je l'ai appelé, qui contient un dossier qui s'appelle game et un fichier man.py. Le reste, comme je vous le dis, ne vous en occupez pas si vous ne savez pas ce que c'est. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est du poetry, c'est pour avoir un environnement virtuel. Ça, c'est juste pour avoir des photos que j'avais besoin pour voir un peu l'évolution de mon jeu. Mais c'est pas important, comme je l'ai dit. Et le readme, c'est juste du markdown, c'est un fichier pour expliquer des trucs. Pas important non plus. Vous avez juste besoin d'un fichier man.py et d'un dossier game. Et qui sont contenus dans un dossier que vous appelez comme vous voulez. L'IDE, donc c'est-à-dire l'éditeur de code, moi je vous conseille de Visual Studio Code. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez utiliser Sublime Text, vous pouvez utiliser PyCharm. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent PyCharm, il n'y a pas de souci. On va voir du coup, comme je vous l'avais dit, un fichier man.py. Donc ça c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure sur le petit schéma, qui est en fait, on va dire, le point d'entrée qui va servir d'interaction entre l'interface graphique et l'utilisateur. On va avoir aussi du coup dans notre dossier un init qui va nous permettre en fait de construire un module qui va nous permettre en fait de récupérer les fichiers code du reste en fait, depuis à partir du main.py en fait. Enfin dans le main.py, on va pouvoir puiser dans les fichiers qui sont ici board game et top bar. Du coup on a notre fichier board game et top bar. Donc moi comme j'ai dit, je vous conseille de les appeler comme moi je les ai appelés, comme ça moins ça vous évite d'avoir à penser à faire un peu un changement à chaque fois que je vais faire référence à eux. Le init.py, qu'est-ce qu'il va contenir? Rien. C'est juste pour Python en fait. Donc voilà, vous créez juste un fichier qui s'appelle __init__.py et c'est bon. Ensuite, vous aurez du coup un fichier game.py, ok, un fichier board.py et un fichier topbar.py. Comme je vous l'ai dit, le fichier game.py va contenir notre classe game. Notre classe game, c'est ce qui va récupérer en fait tout ce qu'il nous faut pour avoir un jeu, un game, tout simplement. Donc, ce sera en fait un peu notre contrôleur, c'est-à-dire notre classe qui va tout contrôler le jeu.
Tandis que board et top bar, ça va juste être une partie de notre jeu qui vont avoir en fait un but différent. Board, ça va tout simplement être le tableau, notre grille qui va être affichée, tout simplement. Et top bar, ça va juste être la petite barre en fait en haut, au-dessus de la grille. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai juste à poser, c'est que j'ai ma fenêtre, j'ai ensuite du coup une top bar, donc une barre en fait où il y aura un score et d'autres informations si vous les ajoutez par la suite. Et ensuite, il y a en dessous une grille qui est affichée et qui est gérée par board.